Bonjour Raphaël Liogier. Bonjour. Vous êtes philosophe, sociologue, vous venez de publier Sans emploi, conditions de l'homme post-industriel aux éditions Les Liens qui libèrent, un livre dans lequel vous décrivez cette ère post-industrielle comme une ère où le chômage n'est plus un problème, tout simplement parce qu'il n'y a pas de problème. Expliquez-nous cela. C'est assez simple finalement. C'est assez simple et j'ai le sentiment que on l'a devant le nez. Mais parce qu'on l'a devant le nez, c'est tellement proche qu'on ne voit pas, on voit pas la bête en quelque sorte. Effectivement, c'est un peu contre-intuitif. Voilà, c'est contre-intuitif comme ça au premier abord. C'est contre-intuitif au premier abord, mais c'est parce qu'on a fait de l'emploi une sorte d'entité, un peu, on a fétichisé l'emploi, il y a une sorte de culte de l'emploi aujourd'hui. Et on confond l'emploi et la richesse. Comme si l'emploi lui-même devenait une richesse. Vous avez remarqué d'ailleurs qu'on parle sans cesse de bassins d'emploi, comme si c'était des bassins houillés ou des bassins liés à l'or. On parle de sauver l'emploi, comme si on allait sauver le soldat Ryan, ou on allait sauver je ne sais qui, un humain en train de se noyer. Non, en réalité, l'emploi sert à fabriquer de la richesse, dans une situation où les humains devaient survivre depuis des milliers d'années, même plusieurs dizaines de milliers d'années, ça a été comme ça. Bon. Or, aujourd'hui, il se trouve que les machines prennent de plus en plus le relais, non seulement concernant les emplois qui sont des emplois, des activités qui sont des activités purement physiques, non seulement grâce à ce qu'on a appelé à un moment l'automatisation, c'est-à-dire on réduit de plus en plus le nombre d'individus sur des chaînes de montage, etc. Mais aussi même du point de vue de la décision, c'est-à-dire que grâce aux algorithmes, les machines peuvent prendre des décisions qui sont des décisions complexes et qui tiennent compte d'un environnement complexe. Et donc pour vous, c'est plutôt une bonne nouvelle? C'est plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'au premier abord, on dit les machines nous volent nos emplois. Oui. Et vous voyez bien que quand on est dans l'idée nous volent nos emplois, c'est parce qu'on a le sentiment que c'est une richesse, parce que c'est une richesse. Le mot voler, le sentiment on me vole ma richesse. En fait, dès qu'on revient à quelque chose de plus rationnel, de plus direct, de plus ce que c'est que l'emploi, c'est-à-dire que ça fabrique de la richesse, mais en fait c'est une sorte de condamnation de l'homme à fabriquer de la richesse. On voit même dans la Bible, c'est l'homme sort du paradis terrestre et il est condamné à travailler, condamné à la mort et à travailler. Oui, et puis le travail vient de trépalium, instrument de torture, voilà. Ou alors de labeur, qui là par contre signifie, le labeur c'est le labour, c'est-à-dire l'obligation de travailler la terre, d'être comme une sorte d'un bœuf livré à la survie. Bon. La réalité des choses, c'est qu'il y a moins de travail, c'est-à-dire moins de nécessité à travailler, mais il y a une production de richesse qui est de plus en plus élevée. Moi, je dis qu'aujourd'hui, les deux premières strates des objets, des services, des biens et services dont nous avons besoin, ce que j'appelle les biens et services de survie, du désir de survivre, c'est-à-dire la nourriture, etc., sont produits massivement. Que l'homme s'implique. Alors il y a quand même encore des hommes qui ont besoin de s'impliquer ou qui ne s'impliquent pas, de toute façon ils s'impliquent de moins en moins. Puis de notre côté, les objets du deuxième type, c'est-à-dire des biens et services de confort, ce confort qui est objectif, on économise de l'énergie, les ponts, les bâtiments, etc., sont aussi produits massivement. Donc ça veut dire qu'effectivement, on s'oriente vers une société d'abondance. Une société d'abondance, même avec une économie d'abondance, mais le problème c'est qu'on a tellement fait du travail une richesse en soi, de façon fallacieuse, parce que peut-être qu'on avait besoin de faire ça à un moment donné, justement pour motiver les gens, mais que cette motivation, c'est devenu une malédiction. Les gens ont le sentiment que quand ils perdent leur travail, ils perdent leur identité. Et la société concourt à ça, puisque tout le système, jusqu'au système juridique, est fondé là-dessus, sur cette logique-là. Donc il faut forcément changer de logique, puisque de moins en moins de travail, avec de plus en plus de richesse, c'est une bonne nouvelle, mais encore faut-il arriver à la gérer. Oui, mais c'est d'autant plus contre-intuitif qu'on a l'impression aujourd'hui que cette ère post-industrielle, elle est avant tout synonyme de paupérisation généralisée. Alors est-ce qu'il n'y a pas des garde-fous à mettre en place, des mesures économiques à mettre en place? Il y a un vrai problème. Le problème, c'est que notre société est une société, en tout cas les sociétés industrielles avancées, parce que le rapport à la mondialisation, les sociétés très pauvres, pas encore industrialisées, c'est encore autre chose. Mais dans nos sociétés, ce qu'on appelle les sociétés industrielles avancées, les États-Unis, l'Amérique du Nord, la France, l'Allemagne, l'Australie, etc., ce qu'on appelle prosaïquement l'Occident, qui n'est pourtant pas à l'Occident, parce que l'Australie c'est de l'autre côté, mais enfin bon, on va dire l'Occident, voilà, prosaïquement, sont des sociétés où effectivement, d'un côté, il y a une plus grande prospérité, ce que j'appelle moi une économie d'abondance, où les biens sont produits, sont là, ils existent, et en même temps, il y a plus d'exclusion.
Et donc la réponse qui est faite aujourd'hui, c'est la pollinisation financière, c'est-à-dire des allocations, chômage, des revenus qui sont des revenus minimums, si vraiment les individus sont sur le point. Le problème, c'est que les individus se sentent humiliés, ils ont le sentiment d'être justement au seuil, au dernier seuil de la pauvreté, ils ont le sentiment d'être hors système, d'être inutiles, et donc ça ne constitue pas la base pour une activité, pour une motivation réelle. Donc en fait, contrairement à ce que l'on pourrait croire, on est en train de construire une société de la paresse. Moi, qui prône le revenu d'existence de haut niveau, quand les gens me disent ça engendrerait la paresse, c'est très exactement le contraire. Parce que si on a un revenu de base de haut niveau, on va chercher à se distinguer sur autre chose, puisque l'humain, c'est un animal qui cherche tout le temps à se distinguer, à se raconter. Et donc, il faut qu'il raconte une histoire, et donc il va être motivé pour ça. Alors que, dans notre société actuelle, la plupart des gens sont soit dans un emploi qui ne leur plaît pas vraiment, donc ils sont dans le burn-out. Ce n'est pas parce qu'on travaille plus qu'on est dans le burn-out, c'est parce qu'on ne supporte plus de faire ce que l'on fait. Parce qu'au 19e siècle, on travaillait plus, on travaillait parfois 70 heures par semaine. Donc c'est parce qu'on ne supporte plus. Et puis, soit on a ça, et on veut quand même garder son travail, parce que tout est dans l'idée, si on n'a pas de travail, c'est horrible, soit on n'a pas de travail, et on se sent encore plus exclu. C'est ça le grand problème dans nos sociétés aujourd'hui. Donc en fait, c'est Blaise Pascal qui avait raison quand il disait « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. » Dans une chambre. C'est ça. Alors, le problème aujourd'hui, c'est qu'effectivement, le travail est un peu la démonstration par l'absurde, je dirais, de ce que dit Pascal. Ouais. C'est-à-dire que les humains pensent qu'en sortant de leur chambre, ils font quelque chose, ils produisent quelque chose en gesticulant, etc. Or justement, c'est intéressant ce que vous dites. Puisqu'aujourd'hui, une des caractéristiques de notre société, de notre économie actuelle, c'est qu'on peut produire de la richesse, c'est-à-dire agir en restant chez soi, via le numérique, via Internet, via ce que j'appelle ce nouveau mode de production interactif. Donc on n'a plus besoin d'aller, on a encore des individus qui ont besoin d'y aller. Je veux dire, il y a de moins en moins besoin d'aller dans un espace donné, ce qu'on appelait une usine avant, où on pointe à un moment, et puis ensuite on pointe à un autre moment pour montrer qu'on est sorti. Et à ce moment-là, lorsqu'on pointait, on pouvait dire « Ah, il faut viser la réduction du temps de travail ». Parce qu'on avait un espace stable. Mais comme aujourd'hui on n'a plus d'espace stable, la limitation du temps de travail ne signifie plus rien non plus, si vous voulez. Donc tout est à revoir. Oui, c'est pas parce qu'il n'y a pas de travail qu'il n'y a pas d'occupation. Ah mais c'est-à-dire que justement, c'est même tout le contraire. C'est-à-dire que moi ce que je prône dans un sens, pour vous donner une idée, c'est de faire une société de retraités. Alors quand je vous dis ça, vous dites, vous voulez dire une société de retraités, de gens qui ne font plus rien, parce que les retraités, c'est exactement le contraire. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? En raison même de l'évolution de la technoscience médicale, l'âge d'activité réelle, le dynamisme réel, de créativité est en train de s'élargir. Le désir de vivre est en train de s'élargir sur un temps qui est beaucoup plus long, à 60 ans, voire 70 ans, voire certaines personnes à 80 ans. Et en même temps, comme on est dans cette obsession de emploi, pas emploi, et qu'il faudrait partager le travail, partager cette torture, si vous voulez, on va réduire le nombre d'années de travail effectif en mettant un âge de la retraite toujours plus tôt, toujours plus tôt. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous allez avoir des gens qui voient arriver l'âge de la retraite comme étant une sorte d'horreur absolue pour eux, ils ne savent pas quoi faire. Soit ils meurent, tout simplement il y a des gens qui meurent aujourd'hui, parce que moi je le vois dans l'université, des profs d'université qui ont fait ça toute leur vie, qui arrivent à un moment, ils sont en parfaite santé, ils ont envie de produire, d'agir, et tac, d'un seul coup, on les castre en quelque sorte, ils n'existent plus. Et ils n'arrivent plus à être motivés parce qu'ils n'arrivent plus à se distinguer, ils n'arrivent plus à donner sens à raconter à leur quelque vie, chose. finalement. Exactement. Et du coup, soit ils meurent socialement, soit ils meurent psychologiquement, soit ils meurent physiquement, soit ils recomposent leur activité vers ce qu'ils ont toujours voulu faire. Par exemple, des gens qui sont... Et là, vous allez avoir toute une classe de retraités qui agissent plus que jamais. Plus que jamais. Aujourd'hui, on est dans une société où vous avez des retraités qui font de l'humanitaire, qui font ceci, et qui produisent, qui font des films, qui font du dessin, qui inventent toute une série de choses. Eh bien, si nous avions une société avec un revenu d'existence, c'est-à-dire un revenu d'existence de haut niveau, comme des retraités, qu'est-ce que ça ferait ? Dès l'origine, dès la naissance, ça voudrait dire que les individus ne seraient pas, au contraire, paresseux, parce que la paresse, c'est essayer de détourner le système quand on n'est pas heureux. Par exemple, le burn-out, c'est quoi ? C'est des gens qui sont des cadres supérieurs, dynamiques dans des sociétés qui sont pressurées,
dans des entreprises, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Ils cherchent à gagner plus d'argent, à détourner le système, en faire le moins possible en réalité en gagnant plus. En fait, il faut qu'on change de regard sur ce qu'est la production de richesse. Exactement. Et ça veut dire que ce qui aujourd'hui est la véritable richesse produite là où les gens veulent se distinguer, veulent avoir une compétition, ça tombe bien puisque les robots font le reste, c'est les biens et services du troisième type, ceux qui sont liés au désir d'être, qui servent à se raconter. C'est pour ça que je vous donne un exemple simple. Pourquoi, d'après vous, il y a encore 50 ans, lorsque vous achetiez un appartement sur les quais de Seine à Paris, un appartement relativement confortable, le même type d'appartement dans une petite ville de province, d'accord, la différence de prix, ça devait être, je ne sais pas, 20-30% maximum. Aujourd'hui, ça peut être 20-30 fois plus cher. Pourquoi? Pour quelle raison? Pour une raison simple, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est le désir d'être. C'est plus que la fabrication, le temps de fabrication des produits. Adam Smith distinguait le prix nominal du prix réel. Le prix réel, c'est le prix qui, lui, situé le temps de travail, le temps d'effort effectif. Le prix nominal, c'est le prix négocié. Ces prix, ils se suivent plus ou moins. Hein. Aujourd'hui, il y a un décrochage complet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ce décrochage, il veut dire que nous sommes dans une société où les biens et services physiques, matériels du premier type de survie sont fabriqués massivement. Et donc, les individus spéculent sur le reste. Donc, c'est une société qui est en train de prendre la structure du marché de l'art, si vous voulez. Si vous avez un Picasso, quand Picasso fait son Picasso, il le fait en 10 minutes peut-être. Mais un individu qui imiterait le Picasso, il le fait en 6 mois. Mais ça coûtera 100 fois moins cher. Ouais, c'est ça ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc il faut enregistrer ça. La valeur n'est plus créée de la même manière. Eh bien, merci Raphaël Liogier. Enfin, un message positif qui concerne cette ère post-industrielle, d'où l'importance de lire Sans emploi, conditions de l'homme post-industriel aux éditions Les Liens qui libèrent. Merci encore. Merci.